Il y a un an, j'ai parlé de Taxi 1 sur la chaîne et la vidéo vous a beaucoup plu. Donc forcément, je me suis dit, pourquoi ne pas regarder Taxi 2? Et comment dire, j'étais pas prêt pour le cirque que j'ai vu. Et avant de lancer le générique, je voulais juste vous remercier d'être avec moi depuis un an. J'ai eu des gros moments de doute, des remises en question et peu importe la vidéo, vous avez toujours répondu présent. Remerciement particulier à ma chère et tendre, la franco-belge, à Lolac, Kenyu, Carlito, Renaud, Philippe et j'en oublie très certainement. À vous tous, merci. Bon, maintenant que j'ai assez tapiné, on peut y aller. Générique. Petit pitch, on retrouve Daniel, le seul chauffeur de taxi capable de battre une Ferrari avec une 406. Emilien est toujours flic, toujours maladroit, toujours aussi incompétent. Cette fois-ci, un ministre japonais débarque à Marseille pour parler sécurité dans le monde de taxi. Là, bonne blague. Résultat, il se fait enlever par des yakuza et c'est Daniel qui va devoir sauver tout le monde. Simple, rapide, efficace, on attaque. Le film commence fort, il y a une voiture de rallye, du bruit, de la vitesse. Et bien sûr, c'est qui la dépasse avec son taxi? C'est qui a dit ça? Il y a une femme à l'arrière du taxi avec son mari et mauvaise nouvelle, elle va accoucher. Là, maintenant, Daniel décide de faire ce qu'il sait faire de mieux, rouler comme un taré et mettre la vie de tout le monde en danger. Ils arrivent devant l'hôpital, mais trop tard. Vous êtes en train d'accoucher là? Et là, la dame hurle, mais pas des hurlements de douleur, non. Des hurlements bizarres, voire même très bizarres. Elle lâche même un... Je le sens bien! Oh mais putain, y'a que moi que ça gêne ou quoi? Moi, ça me gêne pas. Mais ça, c'est parce que t'es parfaitement dégueulasse, mon pauvre ami. Et pendant que ça hurle dans le taxi, Lily appelle Daniel. Oh Lily, ça va? T'es au courant que t'as un déjeuner de famille? Elle entend les cris d'eau de Castafiore et forcément, elle comprend tout de travers. Et vous faites ça à trois dans une voiture? Oh là là. Mais là, il y a un truc qui me saoule. Ça pourrait se régler en 2 secondes. Il ouvre la bouche, il explique et c'est fini. Mais non, on laisse traîner le malentendu parce que sinon, la scène durerait 12 secondes. Après le quiproquo réglé et c'est pas trop tôt, j'ai envie de te dire... Papa, je te présente mon ami, Daniel. On enchaîne direct avec la rencontre de la belle famille de Daniel. Et on va vite comprendre que le patriarche, c'est pas n'importe qui. C'est un haut général de l'armée. Le genre de mec qui aime raconter ses histoires de guerre. Et toi, pauvre glandu, vu que t'as envie de bien te faire voir, t'encaisses et t'écoutes sans broncher. Ouais, c'est du vécu. C'est quoi encore? Et là? Et je place une mention spéciale à la mère, qui vient d'être transformée en camarade mort au combat. Il est en train de tirer, là! Ah si, baisse-toi! Baisse-toi! On sait jamais! Et je me suis fait une petite réflexion quand j'étais affalé comme un morphale dans le fauteuil. On est à peine au début et ça part déjà dans tous les sens. Mais pas dans l'action, dans l'agitation. Et c'est pas exactement pareil. Pendant que Daniel va passer à table, on coupe sur Emilien qui entre-temps rate son permis, est ramassé au cours de karaté, apprend le japonais et prépare l'arrivée d'un ministre. Non mais attends, il y a combien d'heures qui viennent de passer là? Francis, t'as avancé le film? Mais ne touche à rien! À quoi est-ce que ça sert que je prenne des notes moi ici? Pendant que le général rejoue la guerre dans son salon, le ministre japonais arrive à Marseille. Et trop pris dans sa reconstitution historique qui lui vaudrait quand même une subvention du CNC, il capte qu'il est en retard pour aller l'accueillir. C'est une catastrophe. Donc ils envoient quelqu'un pour venir le chercher. Et le gars se crache en sortant de chez lui. On parle quand même d'un convoi officiel là. Eh ben, ça commence bien. Et les deux cocos là, on est des gros professionnels nous ici. Compris? Francis, va chercher les menottes, on a 2 récalcitrants ici. Et grâce au ciel, qui est déjà sur place avec sa voiture? Daniel. Si vous voulez, je vais vous déposer, moi je la connais bien la route de l'aéroport. Autant dire qu'il va gagner des points auprès de beau papa chéri. Je vous épargne les scènes à base de flics complètement cons qu'on a vu dans Taxi 1. Mais pour commencer, c'est mieux que tu apprennes sur l'ancien modèle. Et 15 minutes plus tard, Marseille est traversée. Ils arrivent à l'aéroport, mais le jet est déjà en train de se poser. Daniel improvise. Il roule à toute vitesse, le taxi sort des ailes et se prend un jump. Francis, note pour quand on aura fini l'apéro.
véhicule suspect. Pendant que les Yakuza préparent le kidnapping du ministre, et vous allez voir que les gars ont tout préparé au poil de cul. La police française, Cocorico, présente la voiture blindée qui doit transporter le ministre japonais. Le truc est censé résister à tout, balles, explosifs, enfin la totale. C'est le commissaire Gibert qui supervise l'opération. Il s'approche, fait une petite lambada autour du véhicule, et vu qu'il ne s'est pas resté 10 secondes sans faire des conneries, qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur la voiture. Bon, ça commence bien. Pendant qu'ils essayent d'extraire le malheureux de la voiture, Gibert continue d'expliquer son plan de sécurité. Visiblement, tout est sous contrôle. J'ai un jeune chauffeur civil. Il conduit vite et bien avec beaucoup de maîtrise. Et vu que quelqu'un doit quand même conduire la voiture, c'est Daniel qui devient le nouveau chauffeur. La sécurité d'un ministre japonais repose maintenant entre les mains d'un chauffeur de taxi accro à la vitesse. Moi, ça me choque pas. Bien sûr que ça te choque pas, tu picoles depuis 9 heures. La démonstration de sécurité peut commencer. Le ministre japonais observe pendant que la police française montre ce qu'elle sait faire. Une Mercedes rouge arrive et tire une roquette sur la voiture blindée. Ouais, c'est censé faire partie de la démonstration. Et pourquoi ils ont pris des Japonais pour ça? C'est limite, hein, ça, monsieur Besson? C'est limite, hein? Gibert intervient et grâce à un satellite, il dévie la roquette en plein vol. Bon... pourquoi pas, c'est un film d'action après tout, hein. Soyons fous. Les unités d'élite interviennent en quad pour neutraliser les faux terroristes. Tout ça, toujours pour impressionner un ministre. Ouais, je te reçois 5 sur 5. Pendant ce temps-là, Emilia et Petra attendent dans un entrepôt. On dirait le début d'une blague nulle. C'est là que doit se terminer la démonstration. Le grand final. Petra propose d'apprendre le japonais à Emilien, en tortillant bien du cul comme pour lui faire passer un message. Et c'est finalement là qu'Emilien réussit à l'embrasser. Ça veut dire que tout espoir n'est pas perdu. Moi aussi, je peux finir avec une blonde aux jambes interminables. Tiens, ta valise est prête, tu peux y aller. Non mais c'était pour la vidéo, ça, m'amour. Oui. Et tu peux y aller. Ah, non. Mais ma vidéo? Je m'en occupe. Allez, au revoir. Sauf que la démonstration ne va pas se terminer comme prévu. Les ninjas, les vrais cette fois-ci, débarquent. Non mais c'est ma chaîne quand même, hein. Elle a de la chance qu'elle a dégagé, celle-là. Bon, on reprend. Daniel continue sa route et suit les instructions de Gibert au talkie. Oui, chef, j'ai bien dit chef. Il doit passer entre 2 camions, sauf qu'il ne le sent pas du tout. Il a du flair, notre Daniel. Je voudrais pas vous paraître pessimiste, mais là, comme ça, d'instinct, ça sent le piège. Et Gibert, lui, con comme un manche à balai, est persuadé que tout fait partie de la démonstration. Mais c'est pas fini, car on repart sur Emilien et Petra. C'est Inception ou quoi, le truc? Emilien suit Petra jusque dans les toilettes. Ouais, dans les toilettes. Ce petit bonhomme ne doute de rien. Et il lui parle à travers la porte. En fait, c'est très bien qu'il y ait la porte parce que comme ça sera plus facile pour vous parler. Et c'est malaisant, putain. J'ai envie de rire de la situation, mais... Les ninjas débarquent, hein, battle des ninjas. Finesse d'écriture. Oui, merci. Les 3 flics déguisés pour la démonstration se font démonter vite fait, bien fait. Petra disparaît, la petite culotte sur les genoux. Retenez bien ça parce que le film, lui, va l'oublier. La petite culotte. Non, la disparition, mec, la disparition. Reste concentré. Et Emilien, toujours en train de jouer les jolis cœurs, ne capte rien à la situation. Petra, depuis le premier jour, je vous aime. Chucky, il l'a fait. Francis, il l'a fait. Bien joué, Emilien. Fais-toi une petite mousse, hein. Oui, il se mange la porte. Voilà, comme ça, on peut avancer. La voiture blindée est coincée entre les 2 camions et le piège se referme sur eux. C'est pas faute de l'avoir dit. Les Yakuza découpent tranquillement le toit de la voiture blindée. Plus facile que ça, le toit, c'est du beurre. La grue entre en jeu et le ministre se fait littéralement arracher de la voiture. Je rappelle qu'on est sur une démonstration internationale de sécurité, pas sur la foire du trône. Le ministre est réceptionné sur le pont par les Yakuza qui savaient précisément où il allait atterrir. Je me foutais pas de votre gueule en disant qu'ils avaient tout préparé au poil de cul. Kidnapping réussi. Il le balance dans la voiture, le respect est clairement mort. Et là, qui c'est qu'on retrouve? Petra, bâillonnée, dans la voiture. Attends, elle n'était pas dans un entrepôt avec des ninjas il y a 30 secondes, celle-ci? On a raté une scène ou comment ça se passe? Emilien se réveille dans un état proche d'un lendemain de cuite sévère. Il décide de poursuivre les ninjas pour récupérer sa chair et tendre Petra. Après, tu m'étonnes, il était à ça de la niquer. Il va pas abandonner maintenant. Arrêtez, police!
Non, mais vous auriez pu passer à côté des camions, c'est ridicule. C'était pour rendre la scène plus stylée, c'est ça? Bah, c'est raté. La poursuite continue dans Marseille et il finit dans une poubelle. C'est nul! Pendant que Gibert est en... Alerte générale! Lily, elle, attend encore et toujours Daniel et continue de jouer la petite amie toxique avec option feu au cul. T'es pas là rapidement, je serais obligée d'appeler un pompier. Running gag, validé. Bon, après, on n'a pas forcément le choix non plus, hein. La police est déjà sur les lieux pour analyser la scène du kidnapping. Les spécialistes inspectent les traces, prennent des photos et réfléchissent très fort. Bon, ça y est, ça fait 1 heure que vous grattez la route. Vous avez trouvé quelque chose? Oh, si tu trouves? Mais réfléchis plus fort, hein, toi aussi, hein. Mais heureusement, Saint-Daniel arrive sur place. Il regarde la route et 2 secondes plus tard... Maintenant, faudrait savoir si les voitures ont été volées. Là, c'est un jeu d'enfant. Ah putain, quoi. Les spécialistes grattent le sol depuis 1 heure sans rien trouver. Et lui, il règle l'affaire en sortant la route, quoi. Que les gars de l'entrepôt étaient sûrement au courant et que l'entrepôt sert probablement de base. L'enquête vient d'être débloquée par un chauffeur de taxi. Hop, 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 hop. Mais qui est donc cette femme japonaise avec un thème musical de Yakuza? Je sais pas. Grâce à l'indice de Daniel, la police a localisé un entrepôt suspect. Toutes les forces spéciales sont déjà en position pour tendre une embuscade et choper ces bouffeurs de poissons crus. On voit que Gibert s'est aussi déguisé en membre des forces spéciales, mais version japonais. Parce que quand on est chef, on participe, même quand on comprend rien. Les suspects rentrent dans l'entrepôt. Ah tiens Marco, merci pour ce petit caméo, ça fait plaisir. Et là... top départ. Les policiers sortent de partout et lancent l'assaut. Gibert décide aussi de faire son entrée, en descendant en rappel du haut de l'entrepôt, hein, pour faire comme les petits copains. C'est ok, chef. Sauf que la corde a été attachée par cet immonde abruti fini au pastis d'Emilien. Résultat, Gibert se jette dans le vide et finit directement à l'hôpital. L'opération était censée arrêter des Yakuza, mais là, ça finit en évacuation du chef de la police. Et au passage, c'est même pas des Yakuza, c'est juste le copain Marco qui fait ses courses. Mais bon, il y a un Chinois dans le lot, ils ont dû se dire que ça collait au dossier, quoi. Pendant que Gibert ramasse ses dents à l'hôpital, la japonaise qu'on a vue plusieurs fois est encore là et déguisée en infirmière. Je m'appelle Yuli. Je fais partie de la protection rapprochée du ministre et j'appartiens au contre-espionnage japonais. C'est du génie. Depuis le début, on nous la vend comme une femme mystérieuse, peut-être même liée aux Yakuza. Sauf que moi... je suis un malin et j'y ai jamais cru. Parce que pour ça, il aurait peut-être fallu éviter de la faire sortir du jet officiel du ministre au début du film. Une femme suspecte descend du jet. Non mais Francis, je pense qu'on a perdu le scénariste. Tu peux vérifier si Besson est encore là? J'ai leur planque. On a la confirmation que le ministre japonais et Petra sont retenus dans une planque en plein Paris. Bon, Paris-Marseille, c'est 8 heures de route et ils ont clairement pas que ça à foutre. Mais Daniel se souvient d'un tout petit détail. Le général lui doit... Une tête de militaire. Donc, quelques minutes plus tard, on retrouve le taxi dans un avion de transport militaire. Logique. Le taxi est largué au-dessus de Paris avec des parachutes. Elle flotte tranquillement et nous laisse profiter d'un magnifique fond vert bien dégueulasse et elle atterrit parfaitement dans la rue. Y a pas à dire, hein, la dette militaire, ça dépanne bien. Hein. Ouais. Retour sur les Yakuza qui ont carrément fait venir 2 espèces de charlatans. Leur mission, elle est très simple. Hypnotiser le ministre japonais pour le pousser à tuer quelqu'un et arrêter toutes les transactions avec la France. C'est un plan un peu bancal, on va pas se le cacher, hein. Mais le pire, c'est que ça marche. Enfin, ça marche à moitié, quoi. Hein. Le ministre se met à bouger mollement les bras. Ah, je vous l'avais dit que c'était des charlots, hein. Je vous l'avais dit. Hein. Petra comprend qu'Emilien est en train de regarder la scène. Elle commence à imiter les gestes du ministre pour confirmer à l'autre abruti qu'elle a encore son oreillette, histoire qu'on comprenne qu'elle a compris en comprenant ce qu'on doit comprendre. Non, je me suis perdu, là. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'Emilien va s'infiltrer pour sauver Peach. Non, Petra, mec. Petra. C'est là que la flic japonaise intervient. Une bagarre éclate. Non, je dis, une bagarre éclate. Les bagarres. Ah ben quand même, c'est pas trop tôt. Les ninjas se font démonter en 3 secondes. Faut dire qu'après 1 heure de démonstration foireuse, il fallait bien des gens compétents dans ce film. Toute la fine équipe réussit à s'échapper. Maintenant, direction la poursuite finale. Et je dois quand même avouer un truc, c'est que c'est une des meilleures scènes de course-poursuite qui m'a été donnée de voir dans un film. C'est vrai? Absolument pas, absolument pas. Parce que entre le taxi blindé, les voitures qui roulent sur les rails de train, le passage au commissariat pour rameuter les flics, une Mitsubishi qui se perd sur les voies et qui remonte par le fucking métro, et la scène finale où le taxi s'envole au-dessus des chars de l'armée française, mais what the fuck? Ça fait beaucoup là, non? Le film se conclut sur le ministre japonais au défilé du 14 juillet à côté de Chirac. Enfin, à côté,
Faut le dire vite. Et tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes, hein. C'est bon. En fait, le problème de Taxi 2, c'est pas les Yakuza, ni même le taxi qui saute au-dessus des chars de l'armée française. Le vrai problème, c'est que tous les personnages sont devenus des caricatures d'eux-mêmes. Et quand tout le monde devient débile, ben, le film aussi, du coup. J'ai quand même hâte de voir Taxi 3 juste pour voir si Lulu a mis le curseur de conneries encore plus haut. Et celui de Gaston Bide. Qui?